Madame, Monsieur, bienvenue. J'aimerais ce soir vous proposer de faire la connaissance d'une dame qui, sur le plan professionnel, au fond, ne fait qu'une chose dans la vie. Elle projette, elle planifie des meurtres et ensuite elle les fait commettre, elle les fait exécuter. Et elle connaît bien son métier puisque la plupart des meurtres qu'elle projette se produisent bel et bien. Vous aurez deviné qu'il s'agit en fait, en voyant l'illustration qui m'accompagne, de P.D. James, sans doute l'auteur de livres de détective fiction le plus lu au monde, la femme qui a un peu succédé à Agatha Christie dans l'imaginaire de tous. Eh bien, P.D. James est en même temps, pour quelqu'un qui exerce un métier si sombre, une grand-maman britannique très douce, où elle va vous charmer immédiatement. Elle nous a accordé cet entretien dans son salon de Londres. Et d'ailleurs, je m'y suis rendu peu après l'entrevue, j'ai répondu à son invitation, j'ai pu me rendre à Londres et je savais que son titre officiel était Lady James of Holland Park, un titre qui lui a été bien sûr conféré par la reine. Eh bien, en arrivant chez elle, je me suis aperçu qu'elle avait simplement pris le nom de la rue où elle habite pour se donner un titre de noblesse. Voilà donc quelqu'un absolument pas prétentieux, mais en même temps très britannique, quelqu'un de très charmant. Je vous présente donc P.D. James. Je suis persuadé, Lady James, que chez ceux qui nous écoutent et qui nous voient en ce moment, il y a plusieurs lecteurs très enthousiastes de vos livres qui vous ont suivi fidèlement. Et là, vous en faites paraître un nouveau, en anglais d'abord, The Children of Men, les enfants des hommes, mais il sera sûrement bientôt traduit en français. Et vous ferez peut-être des déçus. Il y a de ces lecteurs, de ces lectrices qui vont se rendre compte qu'il n'y a pas le commandant Adam Dalgliesh, ce détective de Scotland Yard. Il n'y a pas non plus le détective privé Cordelia Gray, cette jeune femme très courageuse. Vous avez fait une rupture avec vos deux héros habituels et en plus, vous vous situez dans l'avenir. Alors ça va étonner. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi il y a ce virage dans ce nouveau roman? Vous savez, Robert, ce n'est pas la première fois que j'écris autre chose qu'un roman policier. Prenez Innocent Blood, par exemple. Là non plus, on n'y retrouvait ni Adam Dalgliesh, ni Cordelia Gray. Celui-ci est une histoire de crime, et j'espère que le suspense sera passionnant. Mais je reconnais qu'il est différent. Même si c'est la première fois que je situe un livre dans le futur, je ne le vois pas comme de la science-fiction. Le futur dont il est ici question ressemble à la vie d'aujourd'hui, sauf pour une réalité terrible. La race humaine a tout à coup cessé d'avoir des enfants. Nous sommes donc plongés dans un monde sans espoir. Vous êtes, je pense, Lady James, également non seulement auteure, mais lectrice et admiratrice de Georges Simenon. Et vous savez qu'il y a deux sortes de lecteurs de Georges Simenon. Il y a ceux qui exigent le nom Maigret dans le titre. Ils ne vont pas l'acheter dans une gare ou dans un aéroport si ce n'est pas un Maigret. Et il y a les autres. Et très souvent, j'ai moi-même éprouvé une petite déception. Pourtant, Simenon a fait de grands et de beaux livres qui n'avaient pas Maigret comme protagoniste. Mais j'ai toujours une petite déception quand je feuillette et je me dis, tiens, il n'y aura pas Maigret cette fois-ci. J'imagine, je suis même certain qu'il y a de vos lecteurs qui exigent Dalgliesh ou Cordelia Gray. Est-ce que pour vous, c'est un esclavage? Est-ce que vous vous sentez le devoir de leur proposer à nouveau des romans avec ces deux protagonistes-là? Eh bien, les lecteurs seraient très déçus de voir disparaître Adam Dalgliesh et Cordelia Gray. Mon prochain livre sera sûrement un roman policier et Adam Dalgliesh sera de retour. J'aime bien écrire des romans policiers. Je ne les vois pas du tout comme un genre inférieur que je devrais dépasser. J'adore le défi qu'ils représentent et j'espère en écrire d'autres. Par contre, j'aime bien pouvoir donner suite à une idée importante. C'est ce que j'ai fait avec The Children of Men.
Et à part le héros éponyme qui revient d'un roman à l'autre, il y a une autre convention dans votre métier, dans votre genre littéraire qui me fascine, et ça, c'est le cadavre obligatoire, le meurtre obligatoire. Vous ne pouvez pas lancer votre roman sans ça, et pourtant, dans le domaine de l'horreur, de l'injustice, il y a d'autres actes horribles, un viol, la torture, c'est répréhensible, et pourtant, on ne peut pas imaginer un livre qui débuterait seulement, si je puis dire, avec un acte de torture. Et pourquoi ça? Intéressant, n'est-ce pas? On dit souvent, mais pourquoi faut-il absolument un meurtre? Peut-être parce que c'est un crime unique, le seul qu'on ne puisse jamais réparer. Vous prenez la vie, vous ne pouvez jamais la rendre. Le meurtre vous va droit au cœur, vous êtes vraiment touché. Si j'écrivais un roman policier au sujet d'un vol, ou même au sujet d'un viol, un crime terrible, j'en conviens, il aurait moins de mordant. Je me trompe peut-être, mais je crois que le meurtre et le roman policier sont inséparables. Et vous disiez que les autres crimes sont tout aussi horribles, et je suis d'accord. Mais le polar va plus loin que l'horreur. C'est aussi une moralité. Dans un roman policier, vous avez la paix, l'ordinaire, la vie de tous les jours. Puis survient un contaminant extraordinaire, puissant, le crime. Vous avez un détective, amateur ou professionnel, qui va le résoudre. Vous avez des indices et une solution. Au fond, il s'agit de rétablir l'ordre à partir du désordre. Bon, comme vous dites, il y a effectivement, c'est un drame moral, une scénette, il y a une dimension morale, mais en même temps, vous le savez, c'est aussi un puzzle que vous proposez à vos lecteurs. Et il faut que le lecteur aille plus vite que le narrateur, au fond, qu'il arrive peut-être à deviner avant que vous donniez la réponse. C'est ça le jeu. Alors, est-ce qu'il vous arrive, bon, de trouver que c'est trop lourd? Est-ce que ça vous fait regretter le travail conventionnel d'un romancier, de vous dire, bon, il faut absolument que je propose, que j'invente un puzzle, que j'invente un jeu et que je propose ça à mes lecteurs. Sinon, ils ne vont pas lire le reste, ils ne vont pas s'intéresser à la dimension morale des choses. Well, this is interesting, Bob, because you're touching on something Robert, vous touchez là quelque chose d'essentiel au roman policier. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il est souvent critiqué. On dit, bon, l'important, c'est le puzzle. Alors, on sacrifie tout. Les personnages, la psychologie, la crédibilité, l'atmosphère, le décor. L'histoire est entièrement dominée par le puzzle. C'était vrai dans les années 30. Les auteurs se surpassaient pour élaborer des puzzles et des façons de tuer extraordinaires. Des pièces aux portes et fenêtres verrouillées, des cadavres au regard horrifié, assommés avec des blocs de glace qui disparaissaient en fondant, des gens poignardés avec des brochettes et mis au four. Alors qu'aujourd'hui, le défi consiste à présenter un puzzle qui satisfasse le lecteur. De fait, le puzzle est essentiel au genre. Mais attention, il ne faut pas pour autant déformer l'histoire ou les personnages. Mon but est de produire un roman policier qui respecte les conventions du genre, c'est-à-dire le puzzle, mais qui puisse également être considéré comme un bon roman. Il y a aussi la fausse piste qui m'intéresse. Avant l'entretien, j'ai relu plusieurs de vos livres et j'ai relu notamment Devices and Desires. Et je me suis amusé, j'ai fait une chose que peut-être certains lecteurs font. J'ai dressé une liste des personnages principaux et dès que vous leur donniez un mobile, je biffais le nom. En me disant, si c'est un roman à fausse piste, eh bien, je vais arriver avec ma réponse. Et effectivement, sur une douzaine de noms, il m'en restait 2. Vous n'aviez pas donné de mobile évident. Il y en avait un mobile, mais c'était moins clair. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que c'est l'un de ces deux-là, personnage-là, qui a commis le meurtre. Alors, parlons un peu de ça, les fausses pistes. Combien il faut en mettre? Quel est le degré de difficulté qu'il faut leur imprimer? Mais vous conviendrez que le coupable dans Devices and Desires avait bien un mobile.
Un mobile très puissant d'ailleurs. Je crois que la façon de traiter les mauvaises pistes et le meurtre ont changé depuis ce qu'on a appelé l'âge d'or des années 30. À l'époque, le polar était rempli de faux indices plutôt conventionnels. Poussière, rouge à lèvres, lettres déchirées. Et songez à tous les polars que vous avez lus, à toutes ces lettres déchirées trouvées dans les mains des victimes. Aujourd'hui, on essaie d'être un peu plus subtil. Les faux indices collent aux mobiles et aux personnages. Et le lecteur finit par se demander si tel ou tel personnage est vraiment capable de meurtre. Bien sûr, les indices au sujet de l'heure et des alibis sont toujours très importants. Et regardons ensemble maintenant la révélation du coupable. Ça aussi, c'est très important. Je me rappelle un jour, c'est André Malraux, en entrevue, qui me disait, évidemment, il n'a pas fait des polars, lui, mais il a quand même fait des romans avec beaucoup de suspense, et il me disait que dans la condition humaine, une des scènes cruciales où un personnage donne le cyanure à l'autre et va mourir sous la torture, mais permettra à quelqu'un d'autre de ne pas connaître la torture, il me disait, ça, c'est peut-être ce que j'ai fait de mieux. Et quand je me suis assis à ma table de travail, je ne savais pas que ce serait ça. C'est arrivé comme ça en l'écrivant. Est-ce que dans le cas d'un polar, d'un roman policier classique, il est possible de partir à l'aventure? Est-ce que vous pouvez écrire sans savoir qui sera le coupable? On dit que Simenon a fait ça. Est-ce que selon vous, c'est possible? Peut-être, mais il serait assez inhabituel de commencer un roman policier sans en connaître le dénouement. Pourtant, Simenon a bien dit qu'il procédait de cette façon. Mes romans sont soigneusement planifiés, tout comme le roman policier traditionnel. Je laisse des indices très clairs, je m'attarde sur des détails et j'accorde beaucoup d'importance aux mobiles et aux personnages. Je dois toujours planifier de façon très serrée avant de me mettre à écrire. Or, même si j'ai des chartes et des notes, même si certains dialogues sont prêts et la recherche est terminée, le livre se transforme toujours au moment de l'écriture proprement dite. Il peut même prendre une tournure étonnante. Au moment où j'ai l'impression de connaître mes personnages, il leur arrive de faire des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Eh bien, Lady James, petite surprise pour vous. C'est le moment de la pause commerciale, mais nous vous revenons à l'instant. Madame, Monsieur, après la pause, je poursuis cet entretien avec P.D. James, qui est dans son salon à Londres. P.D. James, sans doute l'auteur de romans policiers le plus lu au monde en ce moment. À tout de suite. Madame, Monsieur, de retour à cet entretien avec l'auteur de romans policiers P.D. James, qui est chez elle à Londres, à Kensington, un lieu tout à fait logique, n'est-ce pas, lorsqu'on a créé d'aussi célèbres et d'aussi britanniques détectives que Adam Dalgliesh et Cordelia Gray. Et P.D. James, je voulais poursuivre notre entretien sur la facture, la façon pour vous de faire un roman. Vous avez déjà dit que ça commençait par une vision d'un lieu. Par exemple, un certain goût pour la mort, cette église, 2 cadavres dans une église. Vous avez eu cette vision, vous avez poursuivi. Qu'est-ce qui vient après le lieu? Est-ce que c'est compassion pour la victime, le mal chez un coupable? Quel est le moteur pour vous? Après avoir déterminé le lieu, je passe au meurtre. Qui est la victime? Pourquoi? Puis les autres personnages prennent forme. J'y mets beaucoup de temps. Je vis avec le roman et je traîne mon cahier de notes partout. J'ai l'impression de côtoyer des gens qui existent déjà quelque part dans mon imagination. Ce n'est pas tellement une création, c'est plutôt une révélation. Je me familiarise avec ces personnes. Je découvre leur mobile. Puis, bien sûr, je dois bientôt décider qui sera le détective, Adam Dalgliesh ou Cordelia Gray.
Le plus difficile peut-être, c'est de déterminer comment le crime sera élucidé, quel sera l'indice décisif et comment vais-je m'en tirer avec le dernier chapitre si difficile. Oui, et vous connaissez peut-être la célèbre distinction qu'établissait Hitchcock, je pense, c'est dans ses entretiens avec François Truffaut. Il disait, dans notre métier, dans le polar, et je pense que c'est vrai dans le roman comme au cinéma, il dit, il y a la surprise et le suspense, c'est pas tout à fait pareil. Si vous ne savez pas qui est le coupable et vous l'apprenez au dernier chapitre ou à la dernière image, ça, c'est une surprise. Si, au contraire, vous savez de qui il s'agit et vous vous demandez s'il sera pris ou puni, eh bien ça, c'est un suspense. Et j'ai remarqué que dans la plupart de vos romans, c'est une surprise. On nous révèle à la fin qui a fait le coup, mais dans un certain goût pour la mort, là, vous nous indiquez assez tôt au cours de l'intrigue de qui il s'agit, ou très probablement. Et là, on se demande, est-ce qu'il sera pris, est-ce qu'il sera puni? Qu'est-ce que vous pensez de ces deux genres-là et cette distinction-là? Yes, I think that's a very valid distinction indeed. I would agree, I think. Oui, la distinction est très valable. Dans un certain goût pour la mort, on connaît le coupable assez rapidement, ou du moins on a des soupçons. And then indeed, the suspense is Dalglish going to get enough evidence? Le suspense, c'est de savoir si Dalglish aura suffisamment de preuves pour l'appréhender. Y aura-t-il d'autres victimes entre-temps? Cela se produit souvent dans un roman policier. Au premier tiers ou à la moitié du livre, on se demande si l'assassin fera de nouvelles victimes. Bien sûr, dans les années 30, c'est ainsi qu'on tenait le lecteur en haleine. L'intrigue se passe dans un village de la campagne anglaise, dans une maison pleine de serviteurs, puis une femme de chambre, assez peu futée, déclare en public qu'elle a des renseignements intéressants. Et le détective l'apprend, bien sûr, et le suspense commence. On sait que la victime boira un chocolat chaud empoisonné ou qu'elle sera trouvée poignardée dans un fossé. Oui, j'ai remarqué, vous évoquez souvent les années 30, et même si pour nous, en général, c'est considéré le sommet dans l'art du roman policier britannique, ça n'a pas l'air d'être votre avis. Vous en parlez en général avec un peu de scepticisme, et pire encore, quand on vous compare à Agatha Christie, c'est un compliment chez ceux qui font ça habituellement, mais pour vous, ça n'a pas l'air de l'être. Vous avez des doutes là-dessus. Vous n'aimez pas être comparé à Agatha Christie. On dit que c'est vous, ça, à l'époque contemporaine, vous n'aimez pas ça. Non, pas du tout, parce que nous sommes très différentes. À mon avis, elle n'était pas une bonne romancière. Par contre, on aurait tort de critiquer une femme qui a donné tant de plaisir à des millions de personnes. Ses livres se vendent presque aussi bien que la Bible et Shakespeare. Elle a soulagé des millions de personnes qui souffraient. C'est tout un exploit. C'était une prestidigitatrice de la littérature. Elle mettait ses cartes sur la table, face en dessous, elle les déplaçait, puis les retournait. Et la plupart du temps, vous aviez misé sur la mauvaise carte. Quand je lisais Agatha Christie, je l'appréciais encore à l'occasion, je la trouvais difficile à croire. Elle vous surprend à tout coup et vous pensez « quelle astuce !» Mais plus tard, vous y repensez et vous vous dites « non, ce n'est pas possible ». Et les gens qui vous découvrent en ce moment, sûrement qu'ils ont l'impression, ils se disent « tiens, voilà une dame très douce, très gentille ». Et pourtant, voilà quelqu'un qui, tous les matins, à sa table de travail, nous parle de sang, d'horreur. Je donne un exemple d'une statuette en marbre, d'un bras victorien de bébé, un petit bras potelé qu'on aura écrasé dans le visage d'un personnage pour assassiner ce personnage. Des choses horribles. Et on vous regarde et on a du mal à croire ça. Il y a une contradiction là. Oui, c'est juste. Parfois, les gens ne me connaissent pas et sont très inquiets à l'idée de me rencontrer. Je crois que je suis plutôt douce. Vous savez, Robert, la violence me fait très peur. Et l'écriture de romans policiers m'aide peut-être à composer avec cette peur. Après tout, le polar intellectualise cette violence et la transforme en puzzle, n'est-ce pas? C'est peut-être une des raisons pour lesquelles le genre est si populaire.
C'est un paradoxe. Même si la mort est au cœur du roman, celui-ci nous permet, à cause de la distance, d'affronter la terreur. J'ai peut-être trouvé une façon de venir à bout de ma peur de la violence par le biais de mes livres. Un psychiatre a déjà dit que toute créativité est la résolution de tensions intérieures. C'est peut-être mon cas. Que dire aussi de la violence contemporaine qui vous entoure, vous sûrement, là-bas où vous êtes à Kensington, dans toutes les grandes métropoles, ça existe. Et dans vos livres, on commence à voir des indices de cela. Vous nous décrivez par exemple une grand-mère attaquée sauvagement et sa petite-fille qui est un détective, collègue de Dalglish, accourt pour aider sa grand-mère. Mais ce n'est pas votre propos central. Et vous, alors, quand vous tournez le bouton de la télé le soir sur Londres et vous voyez tout ça, une horreur quotidienne, une horreur bien différente de celle que vous explorez, quel effet ça vous fait? Comment est-ce que votre métier vous a préparé à conceptualiser ça ou à résister à l'horreur de tout ça? Il y a beaucoup plus de violence aujourd'hui que pendant ma jeunesse. J'ai grandi surtout à Cambridge. La porte n'était jamais verrouillée et je sortais quand je voulais. Je n'avais jamais peur. Je vivais à Londres durant la guerre et je me baladais dans les rues en plein blackout sans avoir peur. Aujourd'hui, je fais attention comme tout le monde. Je me déplace en taxi. Je marche toujours dans des rues bien éclairées. C'est triste, mais c'est une réalité de la vie urbaine, probablement dans le monde entier. Sauf que ce que vous avez écrit, au fond, ne vous a pas inoculé, ne vous a pas prémuni contre une horreur comme celle-là. Non, pas vraiment. Dans mon subconscient, peut-être, mais je n'en suis pas consciente. Il faut dire que la violence dans la vie est très différente de celle du roman policier. Le roman policier propose un choix moral. Il n'y est pas question du criminel commun qui ne cherche qu'à vous agresser dans la rue. Le roman policier présente souvent un assassin assez intéressant, une personne qui ne commettrait pas normalement un tel crime. Et c'est pourquoi le polar situé dans un milieu normal et respectable est bien plus puissant qu'un polar qui se déroule dans des quartiers pauvres. Je crois que l'extrême violence du crime réel n'a rien à voir avec la violence du roman policier. Lady James, je vous remercie, je vous souhaite longue vie, je vous souhaite aussi plusieurs autres romans Dalglish ou Gray, et au fond, je pense que je nous les souhaite. Merci, monsieur. Merci.